Bonjour à tous, chers chercheurs de vérité. Bienvenue dans cet espace où la pensée se libère des contraintes habituelles. Je m'appelle Mohamed Mustafa Bacholo et j'ai l'immense honneur d'être le père fondateur d'une toute nouvelle école de pensée. Oui, d'une toute nouvelle philosophie que j'ai nommée, que j'ai baptisée le nom définitionnisme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la question des fondements neuroscientifiques de la méditation. Alors, accrochez-vous et préparez-vous à sortir des sentiers battus et à repousser les limites de la réflexion toujours plus loin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu du stress. Vous savez, le stress est l'un des fléaux de notre époque, qui continue de ravager le cerveau de milliers de générations d'êtres humains dans le monde. Ce stress, lorsqu'il est nourri, alimenté et prolongé, peut libérer en abondance une hormone appelée le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone par excellence du stress, qui peut favoriser le stockage des restes dans ce qu'on appelle les adipocytes. Ce sont les cellules graisseuses. Par conséquent, le cortisol peut faire prendre du poids. À cela s'ajoute l'intervention d'une autre hormone appelée cette fois la gréline, l'hormone de l'appétit, qui peut stimuler notre appétit et nous donner envie de manger encore et toujours plus en nous dirigeant vers des aliments dits réconfortants, les pâtisseries, les gâteaux, les friandises ou encore les aliments riches en calories, les pizzas, les kebabs, les hamburgers. Et enfin, une troisième pièce va s'ajouter à ce petit puzzle qui est la molécule neuropeptide Y produite, synthétisée par le complexe amygdalien dans le cerveau. Le complexe amygdalien, pour rappel, c'est le centre névralgique de nos émotions. Et ce complexe amygdalien, via la molécule neuropeptide Y, peut également faire prendre du poids. Bien évidemment, la réponse au stress peut connaître de légères variations d'une personne à une autre. Nous sommes tous très différents. Et il y a toujours des exceptions qui infirment, qui invalident la règle. Et ces trois éléments combinés, si on réfléchit bien, peuvent créer un véritable cercle vicieux dont il est difficile de s'arracher, de s'extirper. Mais si on réfléchit davantage, on se rend compte que ce n'est pas l'événement lui-même qui peut plonger un être humain dans une profonde détresse et le noyer dans un stress sans fin, mais plutôt l'interprétation qui en est faite. Ouais, l'interprétation qui en est faite. Et le grand problème des êtres humains, c'est qu'ils sont naturellement conditionnés à chercher leur bonheur dans la matière. Et oui, parce qu'il est question ici de bonheur. Et à force de chercher dans la matière, c'est la matière qui finit littéralement par le posséder en le privant de ce qu'il y a de plus fondamental, de plus substantiel, c'est-à-dire cette paix intérieure. Le bonheur ne se situe pas dans des sources éloignées, extérieures. Dans ce besoin de validation et cette dépendance liée au regard extérieur, cette volonté, ce désir ardent de se hisser au sommet de la pyramide sociale en gravissant toutes les étapes du cursus honorum pour avoir une meilleure position professionnelle au sein de la société, ou encore cette course effrénée vers les richesses, cette soif insatiable de posséder toujours plus la matière, alors qu'en fait, fondamentalement, c'est elle qui nous possède. Alors que le bonheur, c'est en fait quelque chose de plus subtil, de plus profond que tout ça. Ouais. Ce biais pourrait s'expliquer par l'agencement même du système cognitif et émotionnel de l'être humain qui le pousse naturellement vers la recherche de gratification et de récompenses immédiates, souvent associées à sa survie. Mais cette tendance naturelle, pourtant adaptative à l'origine au cours de notre évolution, constitue
aujourd'hui un véritable frein à notre épanouissement, à la recherche d'un bonheur plus grand, je dirais même du vrai bonheur. Le bonheur n'est donc pas extérieur, éloigné. Le bonheur est intrinsèque, intérieur. Là, ici, tapis au fond de nous. Cette formule du bonheur nous habite. Le bonheur ne s'appelle ni hier. Le bonheur ne s'appelle pas non plus demain. Le bonheur s'appelle maintenant. Soyez heureux maintenant ou vous ne le serez jamais. Ouais. Je vous propose de faire une petite expérience de pensée. Imaginez-là que tout de suite, on vous offre la possibilité de choisir plusieurs scénarios de vie. Plusieurs scénarios de vie qui correspondent en fait aux plus grandes aspirations des êtres humains en termes de bonheur et de joie sur le plan physique. Dans le premier scénario, vous êtes l'une des plus grandes fortunes de ce monde, si ce n'est la plus grande fortune. Dans le deuxième scénario, vous avez le travail de vos rêves et la femme de vos rêves. Dans le troisième scénario, vous jouissez d'une renommée, d'une gloire, d'un prestige international et surtout éternel. Dans le troisième, vous avez été gratifié d'une santé si robuste qu'elle vous permet de vivre dans les meilleures conditions jusqu'à plus de 100 ans. Et enfin, dans le dernier scénario, il est simplement écrit ta vie de maintenant. Ouais. Les 4 premières propositions sont, avouons-le, alléchantes, stimulantes, mais elles s'inscrivent dans une perspective qui nous fait évaluer notre propre existence en la comparant à des idéaux extérieurs. Mais la vie que vous avez là tout de suite, c'est la vie que vous devez vivre. Renier votre propre vie, c'est vous renier vous-même, car cette vie-là que vous êtes en train de vivre constitue véritablement votre point d'ancrage. Vous êtes là où vous devez être. Et renier cela, c'est quelque part perpétuer le cycle de la souffrance, de la douleur, en s'enchaînant à la matière et en désirant quelque chose que vous n'obtiendrez jamais, car initialement, vous avez toujours perçu le bonheur comme quelque chose d'inatteignable, comme quelque chose d'extérieur. Donc c'est pas parce que vous serez dans le scénario 1 que vous serez plus heureux. Alors peut-être dans les premiers temps, ouais, mais sur le long terme, avec le temps, vous verrez, eh bien, votre nature originale reprendra ses droits. Je pense que ce qui est important de faire, c'est essayer de prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble. Et pour vous en persuader, je vous propose de vous partager quelques-unes de mes connaissances sur le cerveau. Vous savez, le cerveau est composé de milliards de neurones. 86 milliards de neurones pour être plus précis à la naissance. Et ensemble, tous ces neurones tissent un réseau ultra complexe dans une danse synchronique d'échanges électriques. Et dans cette immense toile, chaque neurone a une fonction déterminée. Chaque neurone a un rôle à jouer, en fait. De la même manière, imaginez un instant que l'humanité, à son tour, forme une sorte de réseau ultra sophistiqué, hyper complexe, constituant une conscience universelle, inaccessible à la petite conscience. Et c'est qui la petite conscience? C'est nous. De notre point de vue, si limité, si fragmentaire, si restreint, notre petite conscience n'est pas en mesure de voir ce qui se joue vraiment derrière le rideau de scène. Peut-être sommes-nous les fragments éparpillés d'une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde que nous-mêmes.
Alors je vous propose de cesser de croire que nous menons des existences indépendantes les unes des autres, autonomes, autosuffisantes. Non, nos existences sont interconnectées, sont liées par des fils subtils, invisibles. Il est temps, pour nous, de transcender les limites du moi-je égaux et de nous fondre littéralement dans ce que j'appelle le nous universel, pour entrer en résonance ou en harmonie avec cette idée que chacun d'entre nous, à sa façon, chacun à sa manière, a un rôle à jouer dans ce vaste que matérialisé par ce tout. Et toi qui entends ce message, sache que tu es important. Toi qui entends ce message, sache que tu es importante, que tu as de la valeur. N'en doute pas un seul instant, n'en doute jamais. Voilà, je ferme la parenthèse sur le bonheur, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à l'avenir. Alors récapitulons, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Première chose, on a au début un événement. Cet événement est interprété par la suite comme un épisode dramatique, malheureux, qui va créer une tension qui va générer à son tour un stress constant et qui va donc au bout du compte faire prendre du poids sous l'impulsion donc de deux hormones, l'hormone de l'appétit, la ghreline, l'hormone du stress, le cortisol, avec tout ça bien sûr la molécule neuropeptide Y du complexe amygdalien. 3 éléments donc. Il doit bien y en avoir d'autres. Mais en plus de cette prise de poids, ce stress chronique constant peut également perturber et inhiber nos capacités cognitives. Il peut littéralement altérer notre mémoire, notre capacité à nous concentrer. Mais ce qui est malheureux dans toute cette histoire, c'est que ce stress peut endommager ce qu'on appelle la myéline. La myéline se présente comme une sorte de gaine électrique. Une substance qui recouvre les axones des neurones dans le cerveau et qui joue un double rôle, à la fois un rôle d'isolant thermique, mais aussi un rôle dans la transmission des informations dans le cerveau. Et une démyélinisation est synonyme que notre cerveau est en souffrance, que notre cerveau est en détresse, qu'il est en train de mourir à petit feu et cela peut conduire à l'émergence de tout un tas de maladies, de troubles tels que la sclérose en plaques. Ouais. Alors, comment briser ce cercle vicieux? Eh bien, face aux effets délétères du stress sur la santé, sur notre cerveau, la solution ne passe pas par 4 chemins. La solution ne passe pas par 4000 chemins, je dirais même. Je vous arrête tout de suite. La solution est simple. Elle passe nécessairement par la recherche d'un antidote. Mais pas n'importe lequel. Comme le feu peut être éteint par l'eau, comme la colère peut être apaisée par l'amour. De la même façon, nos états d'angoisse, d'anxiété peuvent être dissipés par des états antagonistes que sont donc les états de relaxation et de méditation. Et pour neutraliser efficacement et durablement le stress, il existe une formule qui correspond à l'association de 3 éléments. Premier ingrédient, la méditation. Deuxième ingrédient, l'exercice physique. Et enfin, troisième ingrédient, un régime alimentaire équilibré. Ensemble, ces 3 éléments forment un véritable trio gagnant, une sorte de triumvirat du bonheur. S'il existait un 4e élément, j'ajouterais sans aucun doute l'activité cognitive. Tous les êtres humains, sans exception, doivent intégrer dans leur emploi du temps ces éléments. Ces pratiques doivent être par la suite
ritualiser, répéter aussi souvent que c'est possible de le faire. 20 minutes de méditation par-ci, 20 minutes d'exercice physique par-là, 20 minutes d'activité cognitive, le tout couplé avec un régime alimentaire parfaitement adapté à votre âge, à votre métabolisme, à votre rythme de vie. Et si on entre dans les détails, ce qu'il faut faire, c'est commencer doucement, mais sûrement. Il ne sert à rien de se précipiter. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui s'inscrit dans une salle de sport pour la première fois de sa vie, il n'a aucune expérience de la musculation, et comme ça, là, spontanément, il cherche à pousser une charge de 300 kg au développé couché. Ça va être contre-productif et surtout extrêmement dangereux. Il va être plus dégoûté qu'autre chose, alors que fondamentalement, ce qui est important de faire, c'est de créer du plaisir. Car le plaisir est le moteur de tous les apprentissages. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Voilà. Et voilà, la méditation, il faut commencer doucement. Ça sert à rien de chercher à griller les étapes. Parce que il faut être efficace. Alors moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'attaquer votre journée avec 6 minutes de méditation. Au milieu de la journée, 6 minutes de méditation. Et à la fin de la journée, 6 minutes de méditation. Et au total, ça fera 20 minutes de méditation. Et au début, c'est déjà très très bien. Voilà, on peut échelonner les pratiques méditatives et contemplatives sur toute une journée. Pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de se connecter aussi souvent que possible à cette réalité supérieure, à, entre guillemets, au serveur céleste. Attention, considération New Age, non, c'est entre guillemets, serveur céleste. D'accord ? Et comme un athlète sportif, vous allez par la suite essayer de retrancher, de repousser vos capacités, et peut-être dans quelques temps après vous serez capable de méditer sur vous. Voilà. Mais ce qui va être déterminant et fondamental dans cette histoire, c'est votre capacité à faire l'expérience de la paix avec un grand P. Celui qui goûte à la fontaine de jouvence va par tous les moyens essayer de retourner à s'abreuver à cette source. Ouais. Et lorsque vous réaliserez qu'il n'y a pas de bonheur plus grand, plus vrai, plus authentique, et que tous les autres bonheurs que vous avez connus jusqu'à maintenant sont en fait en comparaison insignifiants, dérisoires. Voilà, ça c'était pour la méditation. Ensuite vient 20 minutes d'exercice physique. Si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes âgé, vous contentez tout simplement de 20 minutes de marche et c'est déjà très très bien. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez vous lancer sur des exercices d'aérobie, des exercices polyarticulaires qui vont mobiliser plusieurs groupes musculaires. Le mieux étant les exercices de type Height Intensity. Il y a énormément d'études scientifiques sur le sujet. Ça, c'était pour l'exercice physique. Et enfin, donc, les activités cognitives pour stimuler vos synapses. Ça peut être des exercices de mathématiques, des exercices de logique, ou simplement, si vous utilisez de la lecture. Et en ce qui concerne donc le régime alimentaire, vous n'êtes pas obligé de vous inspirer de moi, parce que moi ça a été un long chemin, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, je pratique donc régulièrement le jeûne intermittent et je suis végétarien. Voilà. Mais plus qu'un régime, pour moi, c'est un mode de vie et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si vous vous lancez dans un régime, on dit bien que tous les régimes sont voués à l'échec. D'accord ? Vous devez plutôt assimiler ces régimes et en faire comme si c'était un mode de vie plus large. Ouais. Voilà. Et gardez bien à l'esprit qu'il faut éloigner le moins possible toutes les sources de distraction, de divertissement. Et si vous en doutez, souvenez-vous de ces paroles. Quelle est la place de l'utile dans une journée si ce n'est la dernière place, le dernier rang? Arrêtez de consacrer l'essentiel de votre temps à regarder la vie des autres. À force de regarder la vie
des autres, à quel moment vous allez commencer à vivre la vôtre, à quel moment vous allez commencer à vous réaliser, à vous accomplir. Ouais. Ne soyez pas des spectateurs, soyez des acteurs. Ouais. Car force est de constater que la plupart des êtres humains dans ce monde vivent tels des zombies spirituels dans une forme de régression aliénante de tout leur être, dans un parfait déséquilibre entre le corps et l'esprit, entre donc la matière et la spiritualité. Et une des erreurs consiste à dissocier la réalité spirituelle de la réalité physique. En vérité, je vous dis, ces deux dimensions sont les deux faces du même médaille. Elles sont intrinsèquement liées, elles sont tributaires l'une de l'autre, elles sont. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, à force de courir derrière la matière, c'est la matière qui va finir par vous posséder différemment. Et en vous fondant à elle, en ne voyant qu'à travers elle, comme des chevaux avec des œillères, eh bien, vous ne serez plus en capacité, l'être humain ne sera plus en capacité de se connecter à cette réalité supérieure et donc de faire l'expérience de la plénitude de l'âme. Et lorsque cette équation fragile n'est pas respectée, le déséquilibre apparaît si bien que le malheur s'installe comme une ombre dévorant la lumière, gangrénant ainsi tout notre être et faisant de nous des êtres aliénés spirituellement. C'est malheureux, mais vous savez, nous vivons l'âge de la misère spirituelle. Et contrairement à ce que vous croyez ou pensez, nous sommes toujours dans un âge préhistorique sur le plan spirituel. Alors, pourquoi pratiquer au juste la méditation? Eh bien, parce que, simplement, la méditation aujourd'hui est scientifiquement établie, validée par des milliers d'études sérieuses et rigoureuses sur le sujet. Et leur nombre ne cesse de croître d'année en année. Certaines d'entre elles ont démontré que des pratiques telles que la méditation de pleine conscience ou encore la méditation transcendantale étaient extrêmement efficaces pour réduire l'anxiété, le stress et même la dépression. Une étude de 2014 a montré par exemple que la méditation de pleine conscience était aussi efficace que certains antidépresseurs pour traiter les symptômes liés à la dépression. En 2017, on a même une équipe de chercheurs qui a montré que la méditation pouvait réduire toutes sortes d'addictions, de dépendances et surtout à éviter les rechutes après un long sevrage. On a également des travaux qui ont montré, et ça c'est logique, que la méditation pouvait améliorer la qualité du sommeil en réduisant donc les symptômes, les risques liés à l'insomnie. Et ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. On peut continuer encore. La méditation, comme la prière, eh bien, peuvent littéralement modifier certaines structures du cerveau, comme notamment celles liées à l'attention, la mémoire de travail et surtout la régulation des émotions. Vous savez, la méditation aujourd'hui c'est quelque chose de tangible, de solide. On n'est plus dans le superstitieux, le superflu. C'est quelque chose de scientifiquement validé. Ouais. Et on peut évaluer, mesurer l'activité du cerveau via des appareils tels que l'électroencéphalogramme ou l'imagerie par résonance magnétique. Des études ont montré que ceux qui pratiquent régulièrement la méditation ont un hippocampe beaucoup plus important et un complexe amygdalien plus petit que la normale qui se présente sous une forme atrophiée et par opposition, ceux qui sont sujets à la colère ont des amygdales plus volumineux. Pour rappel, l'hippocampe dans le cerveau
siège de la mémoire par excellence, impliqué dans le circuit des apprentissages, dans la mémorisation, la vigilance et l'adaptation à notre environnement. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'adaptation est un signe d'intelligence. Les amygdales, centre névralgique des émotions, capitale des émotions dans le cerveau, impliqué dans la régulation des émotions du type peur, stress, angoisse, impliqué dans une réponse de lutte ou de fuite face à une menace potentielle. On a des recherches qui ont également montré qu'une pratique intensive de la méditation pouvait littéralement épaissir une structure spécifique du cerveau appelée le cortex singulaire antérieur, impliqué en fait dans la régulation liée à la sensibilité à la douleur et donc à la souffrance physique. C'est pourquoi les méditants expérimentés ont une meilleure tolérance à la souffrance physique comme à la souffrance psychique. Ils sont sains. Une équipe de chercheurs a également montré que 3 mois seulement, 3 mois de méditation intensive pouvaient altérer durablement et significativement l'activité de ce qu'on appelle les télomérases dans le cerveau. En fait, simplement, ce sont des enzymes essentielles à la protection contre le vieillissement cellulaire. Et qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça veut donc dire que méditer revient à ralentir le processus de vieillissement. Méditer, c'est ralentir lentement. C'est vieillir au ralenti, lentement. Et au-delà de tout ça, on a également des études qui ont montré que la méditation, les pratiques méditatives contemplatives n'auront pas simplement modifié la structure et l'architecture du cerveau, ça va même aller beaucoup plus loin en agissant sur notre santé cardiovasculaire, sur notre tension artérielle, sur notre immunité et même notre génome, c'est-à-dire notre ADN. Ouais. Alors la liste, elle est très très longue, on a parlé de milliers d'études. Je peux encore continuer. Alors je vais terminer avec l'exemple des nonnes carmélites. Eh bien, il y a des études qui ont été menées sur les nonnes carmélites et qui ont révélé que lorsqu'elles étaient en fait en méditation, plusieurs régions de leur cerveau étaient stimulées, comme le lobule pariétal inférieur, le noyau caudé, le tronc cérébral, le cortex visuel et bien d'autres régions encore. Donc, dans le cerveau, en fait, il n'existe pas un seul point de Dieu, mais plusieurs points de Dieu. Alors, le Dieu entre guillemets. Et ce qui est fascinant dans ces études, c'est lorsqu'on a demandé en fait à ces nonnes carmélites de se remémorer certains souvenirs personnels, eh bien il a été observé que leur activité cérébrale était légèrement différente de celle enregistrée lorsqu'elles étaient en état de méditation mystique, contemplative. Et ces études suggèrent donc que l'état transcendantal n'est pas un état émotionnel. Et cela peut s'expliquer par l'abondance d'ondes θ qui vont venir en fait altérer la conscience des nonnes carmélites. C'est pourquoi ceux qui méditent régulièrement, ceux qui ont fait l'expérience de la paix, ce sont des personnes qui ont une conscience radicalement différente de celle qu'ils avaient alors. Vous savez, on arrive tous dans un monde un peu comme des pierres brutes. Et en fait, ceux qui méditent régulièrement, alors efficacement, pas des méditations superficielles comme c'est souvent le cas, ceux qui méditent véritablement en se connectant à cette réalité supérieure, en fait, sont comme des personnes en train de polir cette pierre brute, et à force de polir, eh bien, ils vont mettre à jour le joyau, cette pierre précieuse qui était cachée par toute une couche résiduelle superficielle autour. Et en fait,
les méditants expérimentés, ce sont en fait des joyaux qui ornent ce monde. Ouais. Et j'ai parlé des ondes θ, ouais, c'est un peu... ouais, qu'est-ce que c'est les ondes θ? Vous savez, les ondes, simplement, ce sont en fait des impulsions électriques produites par l'activité des neurones dans le cerveau. Ces ondes, en fait, sont des oscillations qui peuvent varier en fait à des vitesses différentes et peuvent être mesurées en Hertz, comme les fréquences radio. Il existe plusieurs catégories, d'accord? Je crois qu'il en existe 5, hein, si je me trompe pas. On a tout d'abord les ondes delta, on est entre 0,5 et 4 Hertz, pardon, qui correspond en fait à la phase du sommeil profond. On a les ondes θ dont j'ai parlé tout à l'heure, on est entre 4 et 8 Hertz, donc qui correspondent cette fois donc à la méditation profonde. On a ensuite les ondes alpha, correspondent à la phase de relaxation, où le simple fait voilà, de fermer les yeux et d'essayer de se détendre, simplement. Alors on est entre 8 et 12 Hertz. Enfin, on a les ondes bêta et gamma, qui correspondent en fait à aux activités intellectuelles, cognitives, aux états de stress ou de vigilance intense. Voilà, ça va de 12, 30 Hz, puis pour les ondes gamma, on est entre 30 et 100 Hz. Voilà. Voilà donc pour les ondes. Voilà, parlons maintenant des techniques, des pratiques méditatives et contemplatives. Initialement, j'avais prévu de vous dresser une liste non exhaustive de toutes les techniques, de toutes les pratiques existantes, mais finalement, je vais faire les choses différemment. Je vais vous partager plutôt mon expérience de la méditation. Alors, vous pouvez vous en inspirer, mais je pense que le plus important, c'est de tracer votre propre chemin. Ce qui va être déterminant pour vous, c'est surtout d'éviter de vous brancher mental, car qui dit mental dit matière. Et si vous êtes dans la matière, vous n'êtes plus dans la réalisation spirituelle. Et surtout, deuxième point, il faut éviter de créer un sentiment de lutte, car lorsqu'il y a lutte, il y a division, séparation, et vous ne serez pas en mesure de vous connecter à une réalité supérieure ou à faire l'expérience de la plénitude de l'âme, parce que vous entretenez justement la flamme du conflit. D'accord ? Il faut plutôt créer une relation apaisée avec ces pensées qui vont chercher à vous tester. On ne sait pas trop d'où viennent ces pensées, du cerveau probablement, mais ou de nos propres conditionnements, de nos habitudes, de nos schémas de pensée. Eh bien, il faut essayer, voilà, il faut, comme des athlètes de haut niveau, s'entraîner encore et toujours, et vous verrez, hein, vous finirez par faire des expériences incroyables. C'est ce que je vous souhaite. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? J'attaque la journée avec de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque consiste à écouter une bande-son. Vous allez donc focaliser votre attention sur le sens de l'écoute, l'acuité auditive. Voilà. Et c'est, pour moi, c'est la forme de méditation la plus accessible. Donc je vous conseille, si vous n'avez aucune expérience de la méditation, de commencer par là. Voilà. Ça dure en moyenne 5 minutes. Ensuite, j'enchaîne avec la méditation de pleine conscience. Là, vous allez vous connecter à l'instant présent. Vous pouvez également vous concentrer sur votre respiration, justement, pour vous connecter au présent. Par exemple, oui. Et on en ressent déjà les effets, c'est incroyable. Ensuite, voilà, on passe à un troisième type de méditation, type de méditation que j'affectionne tout particulièrement, qu'on appelle la méditation transcendantale. Là, il s'agit de répéter des mantras ou des attributs divins. Moi, j'utilise, dans mon cas, la version musulmane, mais vous pouvez aussi vous intéresser à la version bouddhiste. Peu importe, tous les chemins, je pense, mènent
à la réalité supérieure. Alors, je vais vous en faire, si vous voulez bien, une petite démonstration. Donc la version musulmane. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Voilà, c'est une petite démonstration de la méditation transcendantale. Après, vous savez, je suis en train de développer un autre type de méditation que j'ai baptisé la méditation de la vacuité, c'est l'expérience du vide. Alors là, il s'agit de ne penser à rien, mais aussi on va se focaliser aussi dans rien. C'est beaucoup plus difficile. Simplement, on est là. Et vous voyez là, aucune pensée, rien. C'est comme ça en fait. Et il faut s'entraîner. Vous verrez, c'est pas évident, mais c'est incroyable de n'avoir aucune pensée. 5e méditation, et la plus élevée qui soit, la méditation mystique. Alors là, c'est quand vous allez vous connecter à une réalité supérieure. Alors, il n'y a pas d'enseignement, j'ai absolument rien à vous dire là-dessus. À vous de tracer votre propre chemin et de trouver la voie qui vous permettra de faire l'expérience de cette paix et de cet amour inconditionnel, même si je suis très réticent à utiliser l'expression de l'amour, parce qu'on n'est pas vraiment dans les émotions, voilà, on n'est même pas du tout dans les émotions. Voilà. Et vous voyez, il existe en fait plusieurs niveaux de méditation. Et en fait, là, je les ai classés dans l'ordre. Commençant donc par la cohérence cardiaque pour aller à la version la plus élevée, la plus supérieure, qui est la méditation mystique. La plupart des méditations dont on vous parle dans les études sont des méditations quand même très superficielles. On est en surface, on n'est pas dans la profondeur. On fait en fait qu'effleurer la surface. On n'est pas dans la profondeur des choses. Et voilà, vous commencez pas à pas et vous verrez, hein, je suis sûr que vous y arriverez. Je vous le souhaite de tout cœur. Et donc, vous verrez au bout d'un moment, une véritable synergie va se former entre votre âme subtile, et entre votre corps. Entre votre corps physique et votre corps spirituel. Entre la réalité spirituelle et la réalité physique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et celui qui a apprivoisé la solitude dans la retraite spirituelle n'est en fait jamais seul. Car il a appris à devenir son propre âme. Alors, appréciez tous ces instants pour vous retrouver, parce que c'est ça en fait, vous retrouver, et en devenant ainsi l'invité de marque de votre propre âme, de ce que vous êtes vraiment. Et oui, je viens de penser, il y a un type de méditation dont j'ai oublié de parler, mais personnellement, j'en ai jamais fait l'expérience. J'espère que j'aurai un jour cette chance. Je crois que ça coûte entre 50 100 euros. C'est ce qu'on appelle la flottaison. La flottaison, en fait, on va vous plonger dans un caisson anti-acoustique, dans un caisson rempli d'eau salée qui va vous priver littéralement de tous les stimuli extérieurs. Et ce qui est ressorti de ces études, et là, accrochez-vous, c'est que voilà, sans surprise, hein, ça va bien sûr réduire vos niveaux de cortisol, de stress, d'anxiété, mais surtout régénérer votre cerveau. Et ça, c'est incroyable. Donc tout à l'heure, on a parlé des télomérases, régénération,
les télomérases en fait qui vont ralentir le processus de vieillissement. Et là, on vous parle de régénération du cerveau. Vous imaginez? En fait, les bienfaits de la méditation sont innombrables. Vous avez toutes les raisons aujourd'hui de méditer, peu importe la pratique. Voilà, essayez, faites-en l'expérience. Franchement, vous avez absolument rien à perdre, vous avez même tout à gagner. Voilà. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Pour conclure, je dirais que la méditation est une étape obligée et incontournable dans la connaissance de soi et donc dans la connaissance d'une réalité supérieure. Sans parler de tous ces bienfaits innombrables, salutaires, curatifs sur notre santé, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physique. Alors je vais pas trop m'attarder sur le sujet, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Je vous invite à mener vos propres recherches sur le sujet. J'aimerais moi, personnellement, simplement insister sur un point. Vous savez, face à ces découvertes fascinantes sur les effets positifs de la méditation, il reste quand même un point de mystère. La méditation mystique, telle que vécue par les êtres les plus élevés sur le plan spirituel et sur le plan humain, transcende les limites de la rationalité et de la démonstration empirique, dépasse les frontières de la science et de la foi. Il faut accepter qu'il existe des phénomènes que la raison comme le cœur ne peuvent traduire en mots. Et bien que la science puisse offrir un cadre logique, un aperçu intéressant sur ces phénomènes, elle reste silencieuse, muette, devant des données qui n'ont pas d'existence tangible dans le cadre de notre réalité tridimensionnelle physique. Là où la science s'arrête, le cœur s'emballe. Mais là où le cœur s'arrête, l'âme s'allume et s'éveille. Ouais. Tout ce que la science peut observer, c'est l'activité même de la matière. Et dans le cadre de notre sujet, il est question de l'activité cérébrale. Bref, l'expérience mystique n'est ni à rationaliser, ni à ressentir, mais à vivre pleinement, car rien ne peut la comprendre ou la ressentir si ce n'est l'âme elle-même. Et qui te dira ce qu'est l'âme?